Et bienvenue sur un nouveau rapport de bataille. 1500 points. Donc, Ordre des Frères de la Marche contre Nain Libre, pour pas changer. Encore avec mon bon collègue d'Alain Dur. Donc, pour le choix des listes, j'avais fait pour la première fois un petit sondage sur la communauté YouTube. C'était sympa. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de retours, mais quand même, pas zéro, donc j'étais content. C'était un peu fun. J'avais proposé soit une liste Ordre des Frères de la Marche, soit une liste Basiléen, et donc c'est l'Ordre des Frères de la Marche qui l'a emporté. Et donc voici la liste. Donc il y a 2 unités de paladins tueurs de monstres en régiment. Donc ils ont 3 Def 5, 12 attaques, 15, 17, PU 3. Donc c'est du solide. Ça tape pas très fort. Par contre, c'est assez costaud et assez fiable. Donc, ça a Furie, vicieux contre les monstres et titans, parce que c'est des tueurs de monstres. Et puis, volonté de fer. Voilà. Donc, 2 pour prendre les objets. Vitesse 5, c'est bien adapté. Et puis, voilà, ça peut tenir le centre assez fermement. À côté de ça, en support marteau, évidemment, des gardes du palais en horde, avec le calice du courroux, donc qui leur donne la furie. Donc ça, c'est du très classique, 18 attaques à 3 force 2 et brutal. Voilà. Donc tout pile 250 points parce qu'on a une limitation dans la construction de la liste. On n'a pas le droit d'avoir d'unités qui font plus de 250 points. Voilà. Dans le tournoi auquel j'ai participé. Et donc les listes qu'on a créées là tous les deux se conforment au règlement. Ensuite, 2 ordres de la chasse abyssale. Donc 230 points, une cavalerie assez solide, un peu moins impactante que celle de la Dame Verte, hein. Mais bon, elle est quand même propre, hein. Donc c'est 16 attaques à 3 force 1, charge 1, Furie, massacreur D3, donc contre les gros trucs, ils ont D3 attaques de plus, et vicieux d'office. Donc voilà. Ce qui est pas mal, c'est que voilà, j'ai quasiment toute l'armée qui est Furie, les paladins, les gardes et la chasse abyssale. Donc ça peut être pratique. 2 Phoenix, parce que le Phoenix, c'est probablement la meilleure entrée. Euh, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est probablement la meilleure entrée. Euh, Ça vole. Agile, mouvement 8. Donc, ils ont pris un petit nerf. Ils sont passés de 16-18 à 15-17. Bon, c'est pas très dérangeant. Régène 4, défense 3. Donc, en gros, l'adversaire voudra les one-shot. Et puis, soit 10 attaques, portée 18, visée stable, soit soin 5. Voilà, donc il y en a 2. Donc c'est des titans, donc en plus ils prennent. Enfin, ils ont eu le nerf d'une morale, mais par contre ils ont gagné un de PU, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un nerf. En tout cas, bon, ce buff il était commun à tous les titans, quoi. Mais pas qu'au Phoenix, mais bon, pour 145 points, je trouve que cette unité est un peu trop forte. Et ensuite, un petit parangon paladin que j'ai jamais joué, donc un petit perso à pied indépendant, 115 points, avec la règle spéciale en première ligne. Qui permet de donner à 6 pouces à toute l'infanterie. Donc pour moi, ce sera eux, les 2 petits persos, plus les paladins tueurs de monstres, qui permet de leur donner ralliement. Hein, voilà. Et volonté de fer, puissant, peut être utile, motivant, indépendant, force 1, il a élite d'office et il est acharné. Voilà, donc pareil, il n'a pas furie, mais il est acharné. Et ensuite, un porteur de la grande bannière, donc la Saint-Icône qui s'appelle ici, pour 75 points avec le lutte, donc il lui donne Mélopée du Fléau 2. Et donc, la nouveauté, c'est qu'il a aura drain de vie sur l'infanterie. Donc, mon infanterie, en plus d'avoir ralliement, elle aura drain de vie 1. Donc, drain de vie qui permet au corps à corps, quand vous faites un point de vie, parce que là, ce sera un drain de vie plus 1, mais ils n'ont pas d'office, donc ce sera drain de vie 1. S'ils font un point de vie, ils pourront récupérer un point de vie précédemment perdu. Et donc, il est très motivant et avec, comme tous les autres, volonté de faire. Donc, ça fait 9 unités pour une PU de 4, 4 et 6, 10, 10 et 9, 19. Donc, voilà, c'est assez correct, une liste tout à fait classique pour changer un petit peu du trident. Voilà. Donc, voilà les figurines. Donc, les 2 Phénix ici, pas besoin de les différencier. Idem pour les 2 ordres de la chasse abyssale, pas besoin de les différencier. L'unité avec la Furie, l'unité de garde du Palog. Donc moi j'ai utilisé des Stormcast, hein.
et deux régiments de paladins, le porteur de la grande bannière et le parangon. Donc là, voilà, le porteur de la grande bannière est nouveau, donc bon, j'ai fait une petite photo. Voilà, de son côté. Donc, vous commencez à les connaître, hein, ces listes. Donc, il y a la petite team, il l'a surnommé, je l'avais pas vu, c'est sympa. Donc, un régiment de berserkers, pas de d'objo particulier, mais toujours aussi solide. La horde de Brise-Pavois, pareil. Donc, pas de chien en vue. Par contre, je crois qu'il a passé l'éclaireur. Ouais, il a payé l'éclaireur, je crois. L'option éclaireur. Voilà, donc éclaireur sur ses Brise-Pavois aussi. Le petit régiment de cuirassiers avec la défense 5, il avait sorti à la dernière partie aussi. Plutôt que ceux avec phalange, il a préféré la def 5. Ici, un petit régiment d'élémentaires de terre, donc def 6, donc ça, et puis inébranlable et 15, donc ça c'est suite un petit peu à la dernière partie où il trouvait qu'il manquait un petit peu de résilience, donc il a rajouté de la def 6 ici, en plus de son élémentaire de terre majeur, du coup un petit régiment d'élémentaires de terre mineur. Alors, il n'a pas pu passer en horde parce que c'est une limitation au niveau des figurines, sinon je pense qu'il aurait peut-être payé une horde. Peut-être en enlevant les cuirassiers, je sais pas. Bon, après, hein, c'est pareil, hein, c'est comme on disait à chaque fois, ça enlève de la PU, donc faut toujours faire des choix, hein. Des chevaucheurs de blaireau, donc cette fois avec la potion de force, en se disant, bah, vu qu'ils ont que charge fracassante 1, bon, ils sont rarement gênés parce qu'ils sont éclaireurs, mais par contre, voilà, ils ont du mal au second tour s'ils n'ont pas fait du one-shot, euh, surtout qu'ils touchent qu'à 4+, voilà, à avoir un peu d'impact. Donc il s'est dit, je vais tenter avec la potion de force et c'est bien. Je pense qu'à Kings of War, il faut faire ça, il faut tester des choses. Comme d'habitude, ces deux petits prêtres avec lesquels il ne sort plus, hein. Donc celui-ci avec déferlement, peau d'écorce et la couronne pour avoir les sorts amis à 6 pouces de plus. Voilà. Et de ce côté-là, le prêtre avec la malédiction de l'alchimiste et le périscope. Voilà. Donc les deux prêtres qui font bien chier, pour dire les choses telles quelles. Euh, Très pratiques, qui sont derrière les lignes et qui soit buff, soit font très très mal. Surtout moi avec ma Def 5, la malédiction, ouais, elle va piquer. Et encore de la Def 6 avec un seigneur sur grande bête. Donc ça c'est très propre, hein. Moi je trouve 185 points, 7 attaques, def 6, 3+, vitesse 7, agile. Donc il vole pas. Donc quand bien même il est désorganisé, il garde son agilité. Donc ouais, ça pour moi ça c'est très très propre. Il lui a mis l'orbe de présence imposante, donc il le ramène à PU2. Euh, Honnêtement, pour le scénario qu'on va jouer, ça n'aura pas d'impact, donc ça sert à rien qu'on se le note. Ça peut être utile dans d'autres types de scénarios, donc pourquoi pas. Voilà, donc il a 9 unités, 9 poses comme moi. Euh, voilà, au niveau PU, il se situe à 2. Ici, il y a pile 10, donc ça fait 12, 14, ça fait 17 et 2, 19. Ben, on est pareil. On est pareil en PU et on est pareil en nombre de poses. Et voilà du coup l'armée. Donc comme d'habitude, son gros élémentaire très joli ici. Les trois élémentaires que je trouve de très jolies figurines de Mantic d'ailleurs, qu'il n'a pas encore peint, mais c'est prévu. Le Seigneur sur bête. Les chevaucheurs de blaireau avec la potion de force, la grosse horde de brise-pavois, les deux petits sorciers, on mettra les cartes, hein, donc comme ça aide. Euh, voilà, le petit régiment d'F5, là, je me souviens plus leur nom, et puis les berserkers. Donc voilà la table. Euh, Très jolie, encore une fois. Euh, donc il y a tiens, mais des décors que un très bon collègue il a imprimé pour une table Osgiliath pour le Seigneur des Anneaux. Et ils sont très jolis, très bien peints en plus. Donc très agréable de jouer sur une belle table, hein. Donc là, on a deux forêts ici. Voilà. On a deux grosses collines, taille 3. Ici, donc un, 2 et 3 grands infrans, taille 10. Un terrain difficile ici et un terrain difficile ici, plat. Et puis des obstacles avec ces colonnes renversées là, voilà, qui serviront d'obstacles.
Donc voilà, cette table assez symétrique avec pas mal de choses dans le centre de la table pour essayer ouais, d'apporter un petit peu de. Bon, on joue en 1500 points, donc voilà, c'est pas trop gênant, je trouve, de charger le milieu de la table. Parce qu'on va quand même pouvoir se déplacer sans trop faire des bouchons. Le scénario, du coup, on tire au hasard. Arsenal, donc c'est stockpile en anglais. C'est avant de lancer pour choisir les côtés, on va placer une pile de 3 butins au centre de la table. Et ensuite, alternativement, on va placer une pile chacun en déterminant au dé qui choisit qui commence à placer cette pile de 2 butins sur la ligne centrale en suivant les règles habituelles, donc à plus de 12 pas des précédentes et à plus de 3 pouces du bord de table ou d'un franc. Voilà. Et ensuite, c'est un point par butin. Alors là, on l'a joué en se disant qu'une unité ne pouvait porter qu'un seul butin. Et je ne sais pas si c'est le cas, donc si quelqu'un peut me dire en commentaire si on s'est trompé ou pas. En tout cas, de notre lecture, enfin moi, de ce que j'avais compris, c'est le cas, c'est-à-dire qu'une unité ne peut porter qu'un seul butin maintenant avec les mises à jour. Et voilà, je ne sais pas s'il y a une nuance entre celui-ci et par exemple le poussé, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, celui où il faut aller chez l'autre avec des jetons qu'on place sur les unités au départ de la partie. Voilà, donc si quelqu'un a l'information, je suis preneur, parce que du coup on l'a joué comme ça, bon, vu que c'est symétrique, c'est pas très grave, mais en tout cas, voilà, il y a bien écrit ici, une unité ne peut prendre qu'un seul butin par pile et par tour, euh, mais pour moi, elle pouvait porter qu'un seul butin tout court, quoi. Mais bon, je me demande si c'est pas une erreur ce qu'on a fait là, mais bon, c'est pas non plus dramatique puisqu'on joue tous les deux. Donc voilà, donc je gagne le G. Et donc voilà, bon, de toute façon, on fait quelque chose d'hyper symétrique, donc pas trop d'impact. Donc deux piles de butins et en plein centre, la pile 3 butins, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butins. Euh, voilà, c'est impair pour faciliter la détermination du vainqueur à la fin. Voilà. Et donc, choix du côté. Oh, désolé pour la photo complètement floue, mais je gagne. Ah oui, avant ça, je vais parler très rapidement, une petite parenthèse, du matériel que j'utilise, parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Ça va être rapide, mais c'est pratique pour savoir, ouais, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il faut quand on débute à Kings of War pour que ce soit pratique à jouer, et puis si on a envie de jouer en tournoi aussi pour gagner un petit peu de temps sur les tournois. Donc déjà, pour commencer les dés, donc moi j'utilise des piles de 10 dés, donc j'ai 100 dés en fait, 10 piles de 10 dés, et donc c'est super pratique pour compter quoi. Voilà, donc quand j'ai, je sais pas moi, mes 18 attaques, eh ben, je prends 2 piles, j'enlève 2 dés, boum, j'ai mes 18 attaques. Voilà, donc c'est très rapide, on peut vite les regrouper par couleur quand on a fini notre tour pendant que l'autre commence à jouer, donc à trier ses dés. Donc on gagne vachement de temps comme ça. Et moi j'aime bien les dés bien lisibles. J'aime pas trop les dés avec les symboles parce que je trouve que je sais jamais si c'est un 6 ou un 1. Voilà, donc moi j'aime bien les dés très lisibles, voilà, là, il y a un bon contraste entre le point et le dé, au moins il n'y a pas de doute et puis l'adversaire se pose pas la question. Pareil quand on joue, bon, encore une fois c'est un peu hors sujet, mais bon, c'est pas mal d'en parler, je trouve. Quand on joue, c'est bien de bien laisser l'adversaire lire ce qu'on fait, qu'on soit bien lisible, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui prend ses dés trop rapidement et qu'on n'a pas vu si c'était vraiment des touches. Voilà, donc là, c'est des parties entre amis, donc il n'y a pas tellement de débat. Mais quand c'est des jets très importants dans un tournoi et que voilà, oh, ben, je lance 18 dés, on n'a même pas vu s'il avait vraiment pris 18. Là, au moins, ben, c'est clair, j'en laisse deux, il ne peut pas se poser la question. Quand je lance les dés, voilà, on se met d'accord au début. Par exemple, on enlève ceux qui sont ratés ou on enlève ceux qui sont réussis selon la quantité qu'il y a euh, sur le tapis. Et ensuite, on se met bien d'accord. Voilà, voilà, j'ai 5 touches à 4 plus qui sont passées. Et donc maintenant, voilà, on parle à livre ouvert. Là, j'ai force 2, tu as défense 6, donc c'est du 4 plus. Je lance 5 dés à 4 plus. Voilà. Donc ça en fait 2. Voilà. Moi, je trouve que c'est important de toujours communiquer parce qu'en fait, ça évite tous les problèmes pendant la partie. Moi, j'ai jamais eu de problème avec quiconque sur une partie. Sur les mouvements, c'est autre chose, ben, on peut enchaîner. Mais en tout cas, sur les dés, ça évite les problèmes. Donc voilà pour les dés. Ensuite, moi, j'ai des réglettes comme ça qui font les bonnes. Enfin, il y a un peu toutes les distances, quoi, de 12 pas, de 3 jusqu'à 12 pas. Ça, c'est pareil, c'est bien pratique pour tout ce qui est inspirant, motivant, pardon.
tout ce qui est les auras, tout ce qui est pour avoir un garde-fou sur une distance de charge chez l'adversaire. Par exemple, bah, les zones qui chargent à 12, bah, vous mettez votre réglette à 12 chez l'adversaire et vous savez que voilà, ça c'est la zone de non-droit si vous voulez éviter une charge, par exemple. Donc moi, je trouve que les réglettes sont très pratiques et en plus, ces réglettes permettent d'avoir des angles à 45 degrés rapides. Quand il y a un terrain bien ouvert comme ça, on peut mettre sur le coin de l'unité et pas besoin de faire laser plus le petit gabarit. La réglette permet de le faire tout seul. La réglette 12 pas, elle permet de bien projeter euh, sans débat, quoi. Ensuite, j'ai pris des petits tokens comme ça de chez que j'ai récupéré de Warcry pour dire quand quelqu'un est ébranlé, quand une unité est ébranlée. Je trouve que c'est bien pratique d'avoir un petit jeton qui le rappelle. J'en ai pas pour geler, mais bon, peut-être que j'en prendrai des différents. Ensuite, marquer les positions, je trouve que ça c'est super pratique aussi. Euh, donc moi j'en ai quatre et je peux utiliser d'autres aussi qu'il y a juste après pour marquer la position. Surtout en tournoi, hein, là, bon, sur certains mouvements où je sais vraiment pas ce que je vais faire et que je veux tester, je le fais. Je mets par exemple, bah voilà, mes phénix qui sont agiles, et que je vais un petit peu m'amuser pour voir où est-ce que je peux les poser. J'aime bien marquer leur position initiale, au moins il n'y a pas de débat. Il sait que je suis pas en train de l'entourlouper pour essayer de gratter un pouce par-ci ou un pouce par-là. Voilà. Ok. Et puis vous voyez, je les marque aussi avec mon nom parce que c'est vite, on peut vite les perdre. Ensuite, les bases proxy, évidemment. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous voulez tester une charge, bah, d'avoir un proxy, ça évite de déplacer l'unité tout de suite. S'il veut faire une charge combinée, par exemple, si on veut voir le pivot s'il va passer, ça c'est pareil, ça coûte zéro en fait. C'est juste un tout petit peu de temps pour les couper et c'est tellement pratique que ça vaut le coup. Ensuite, des lignes de vue. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils me servent aussi de marquer la position. Euh, Si jamais je n'ai pas assez des comme ça, je peux marquer ma position avec cela. Et puis, soit des grands, soit des petits, selon la situation. Voilà. Donc, ça, c'est pratique pour marquer les lignes de vue à 45 degrés. Et enfin, un laser, parce que ça, c'est très pratique, surtout sur des longues distances. Euh, et puis sur des socs carrés, du coup, il n'y a pas besoin de ces lignes de vue-là, parce que sur un soc carré, ça fait pile 45 degrés si vous prenez angle à angle. Donc le laser est très pratique dans ce genre de cas. Et ensuite, moi, je me suis fabriqué des petits tokens de points de vie comme ça, pareil, qui m'ont rien coûté. Donc ça, c'est du PVC là, euh, que j'ai coupé comme ça. J'ai pris du papier sur lequel j'ai imprimé en couleur des numéros, un petit trait, et puis deux aimants collés au Sikaflex, bien dégueulasse à l'intérieur là. Mais ça fait le taf et c'est très pratique pour compter parce que voilà, on a juste à faire glisser la roue du dessus et on voit tout de suite. Donc voilà. Bon. Je sais qu'il y en a qui achètent ça en MDF sur Internet ou je crois que mon petit laser, une boutique vers Toulouse là-bas, fait ça aussi. Bon, il y a plein de solutions. Il y a les dés aussi. Je trouve que les dés sont un petit peu moins pratiques euh, que ces trucs-là. En plus, ils sont tous aimantés, donc j'ai une pile en fait. Ils sont aimantés entre eux, donc je sors ma pile et boum, et j'ai tout. Et puis je suis le seul à les avoir ceux-là, donc pour le coup on peut pas me les piquer, hein, vu la tronche qu'ils ont. Euh, ok, voilà. Et puis enfin, pour terminer, ouais, j'ai acheté les cartes, je crois que ça coûte 15 euros, quelque chose comme ça. Et puis c'est super pratique parce que déjà on n'oublie pas, parce que moi j'ai tendance à oublier. Par exemple, quand on a une petite potion de soin, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui permet de gagner un point de vie ou deux. Sur un 1, 2, 3, vous gagnez un point de vie, ou 4, 5, 6, vous gagnez deux points de vie une fois par partie. Eh bien, je l'ai joué à un tournoi, je l'ai oublié 6 parties sur 6. Voilà. Donc, avec une carte, on a moins tendance à l'oublier déjà. Et pareil, d'oublier de faire son sort, ça arrive très fréquemment, ou d'oublier qu'on a simplement cette possibilité d'avoir ce sort, ou qu'on a Fury, ou voilà. Donc, moi, j'aime bien. Par contre, elles sont en anglais. Après, c'est pas tellement problématique, je trouve, qu'elles soient en anglais, hein. On s'adapte assez facilement. Donc, il y a les sorts et les objets magiques. Voilà. Donc, pareil, si on veut un petit reminder du sol, du sort, bah voilà, par exemple, voilà, là, on sait tout de suite, ah bah, c'est 12 pouces, pas besoin de sortir le bouquin. Moi, j'aime bien ces cartes. En plus, bon, elles sont assez jolies, c'est avec les dessins officiels. Voilà, donc parenthèse terminée sur le matériel. Ah oui, et puis les petits jetons ici, on peut en parler rapidement. C'est les jetons qu'on a eu au master, donc très sympa, vous voyez, je les réutilise. Euh,
Ouais, c'est bien pratique d'avoir des jetons comme ça. Donc, en fait, il y a suffisamment de jetons pour faire à peu près tous les scénarios, je crois. Oui, il me semble. Ah non, parce qu'il faut, des fois, il y en a 10. Mais bon, quasiment tous les scénarios, parce que là, il y en a 7. Et en plus, ils sont marqués aussi, donc 0, 1 et 2 pour faire les bluff counters. Donc, ouais, super. Allez, du coup, on fait le déploiement. Donc, ce que je fais, c'est que sur mon flanc droit, donc sur le choix du côté, je prends le côté bas, je vais revenir à la carte rapidement. Voilà, je prends le côté d'en face là-bas. Déjà, ça c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que euh, donc pour plusieurs raisons. En fait, je me dis, il y a cette colline qui me plaît pour mettre mes deux petits régiments de paladins tout de suite. L'infranchissable me protège ici tout droit. L'obstacle aussi va gêner. Et la forêt, je me dis ici, j'ai une zone un petit peu difficile à pratiquer pour. Donc si j'arrive à pousser assez fortement par ici, dans ce petit couloir-là, en sécurisant ces deux-là et venant chercher ceux-là du milieu, si je sécurise 5 points, ceux-là, je peux complètement les abandonner. Donc concentrer mes forces de ce côté-là. Je trouve que c'était plus facile que de ce côté-là. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus éloigné quand même. Donc voilà, je crois que là, il y avait 17 pouces entre ceux-là et ceux-là. Là où ici, il y en a 12 et demi, quoi. Donc c'est plus facile de se concentrer sur deux qui sont proches que sur deux qui sont éloignés. Donc mon idée, c'est ça, c'est de me dire, je vais vraiment concentrer mes forces de ce côté-là, sécuriser 5 points, et tant pis s'il a ces deux-là, c'est pas grave. Donc voilà l'idée. Du coup, je me mets en face. Et en plus, j'ai un petit peu de place ici et ici. Et puis les collines fracassantes quand vous chargez de la colline. Donc je me dis, voilà, là j'ai une bonne distance entre ces tokens et le bout de cette colline. Donc si jamais je le chargeais avec une unité d'ici descendant, ben, ils auraient charge fracassante 1, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Je me dis, je préfère que la partie se joue ici que de ce côté-là. Ok, et du coup, dans mon déploiement, donc je suis en face. Donc ça, c'est les deux que j'ignore. Donc c'est mon flanc droit à ce moment-là. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre mes deux phénix à droite pour ralentir, tirer ce côté-là, pour essayer de voilà, ben, ralentir sa progression. Et de l'autre côté, je me déploie assez fortement. Les ogres, suffisamment rapides pour aller tout de suite choper, si j'ai le tour 1, choper un objet et prendre position au niveau central et créer ma ligne de bataille de ce côté-là. Voilà, c'est ce que j'avais prévu. Et tout de suite, je déploie mes paladins ici, pareil, comme je l'ai dit, avec le porteur de la grande bannière au milieu, pour aller choper ces deux objets-là, un chacun. Parce que vu qu'on a dit qu'on pouvait emporter que un par unité, bah, il m'en faut deux pour sécuriser ces deux-là. Un petit peu de motivant ici, donc qui est à 6 pouces du phénix là, on ne sait jamais. Donc j'ai juste le phénix tout à droite là-bas sur mon flanc droit qui n'est pas motivé à ce moment-là. Et enfin, sur ce flanc gauche, donc il y a eu des déploiements avant que lui ne déploie aussi, hein. Donc, mais bon, je suis pas mécontent, hein. Donc je mets une cavalerie tout droit euh, pour pouvoir les mettre de la pression derrière le terrain si jamais il y va. Et cela orienté comme ça pour aller faire 16 tout de suite et se mettre à peu près ici sur la colline, prêt à menacer avec une force 3 du coup. Enfin, force 1 et charge 2. Voilà. Donc c'est ça l'idée sur le déploiement. Alors, est-ce que je peux avoir une photo un peu mieux? Ouais. Voilà. De son côté, ce qu'il fait, c'est qu'il met sa cavalerie vraiment à l'opposé là-bas. Il s'est posé la question, hein, il a hésité parce que c'était sa dernière pause, entre la mettre ici ou ici. Ici, finalement, elle est assez loin, mais bon, elle est assez rapide. Donc, il se dit, je pourrais facilement me projeter là. Ici, il met donc son régiment. Donc, sur mon flanc droit, il met son régiment avec def 5 là, assez simple. Les berserkers, donc l'idée c'est d'aller choper les deux objets ici, j'imagine. Son centre fort avec les deux sorciers derrière, et puis les brises pavois. Et de ce côté-là, l'élan def 6. Voilà, donc le gros machin, et puis les un peu plus petits. Et donc il met rien du tout de ce côté-là. Donc j'ai ma cavalerie qui va tout de suite repiquer au centre, celle qui est ici.
Voilà, parce que j'avais peut-être anticipé qu'ils mettent des choses ici, mais finalement non. Donc, elle va repiquer. Et puis à la fin, il met aussi son seigneur sur bête derrière ses lignes pour couvrir éventuellement des phénix qui souhaiteraient s'amuser et aller passer derrière ses lignes. Bon, pourquoi pas. Euh, Après, moi j'ai tendance à dire, hein, vous verrez, un phénix c'est 145 points, c'est 3 attaques, 3 plus force 1, ça va pas faire grand-chose. S'il veut aller s'amuser derrière les lignes, j'ai envie de dire, ben amuse-toi quoi. Moi j'ai tendance à dire, si j'avais des phénix en face, en tout cas, que je les ignorerais plus qu'autre chose, si jamais j'estime que j'ai pas la vitesse pour les contrecarrer, parce que si jamais je fais tout mes plans en fonction de eux, en fait, je risque de monopoliser beaucoup plus de points que ce que eux ne coûtent. Et de toute façon, eux pourront avoir un impact puisqu'ils ont suffisamment d'agilité et de vitesse et de tir à distance, etc., pour faire quand même quelque chose. Là où des unités comme ça vont finalement être mobilisées à 100% sans pouvoir avoir aucun impact sur la partie et qui coûtent 2 fois leur prix, quoi, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon, jamais facile j'imagine, gérer des phénix, mais voilà. Donc voilà comment on est déployé. Donc au niveau stratégie, c'est assez clair, je pense. Moi, je vais essayer de glisser tout ça comme ça. Essayer de venir sécuriser une ligne de front par ici pour avoir mes 5 et puis sécuriser la victoire avec les ogres qui viendront fermer ici, là. Et de ce côté-là, je compte mettre un petit peu mes phénix avant, lancer du tir, ralentir, essayer de déranger, quoi. Voilà. S'il faut les sacrifier, je les sacrifierai. C'est pas un problème de sacrifier mes phénix. Donc voilà, on peut passer au choix du premier joueur. Donc je gagne, donc j'ai le gros dé, il a le petit dé. Donc j'ai le choix et je décide de commencer. Pourquoi je choisis de commencer? Parce que je sais que tour 1, je peux récupérer un objet avec mes ogres et prendre position comme je le veux sur le champ de bataille, et c'est exactement ce que je veux faire. Pour moi, dans ma tête, si jamais je crée cette ligne-là, avec des contre-charges possibles de flanc, j'ai de fortes chances de gagner la partie si j'arrive à choper tous les objets, quoi. Donc voilà. Ou en tout cas que je lui en laisse que 2 et pas cela, là. Donc c'est un peu ça mon idée au départ. Évidemment, c'est la théorie, hein. Vous allez le voir, ça va pas du tout se passer comme prévu. Mes phénix, ils font un mouvement simple pour se mettre dans la forêt, mais pour pouvoir faire leur tir sur une unité en face. Donc les ogres, ils viennent chercher tout de suite. Les gardes du palais, ils viennent chercher tout de suite un objet. Donc on a vérifié et effectivement, ils peuvent prendre un objet parce que l'objet fait 1 pouce et moi je bouge à 12, je suis pile en face. Et donc à partir du moment où on est en contact, on peut en récupérer un. Donc il en récupère un. Puis voilà comment on fait. Donc ceux qui étaient orientés déjà dans ce sens, ils font leur 16 et ils viennent se poser sur la colline pour menacer, faire une bulle à 16 qui fait assez peur. Et eux font un mouvement simple et se réorientent comme ça, euh, en s'assurant avec le laser ici qu'on soit que ma ligne me permette de faire une marche forcée et d'éviter l'infrant, évidemment. Et eux progressent doucement sur la colline. On reste à portée des 9 pas de la grande bannière. Bon, pas d'impact. Il a pas de tir, puisqu'il n'y a pas de chien en face. Mais il y a quand même la magie. Donc la magie pourrait avoir provoquer un test de morale quand même. Donc ça vaut le coup. Et du coup, mes deux phénix bah, se font plaisir quand même, puisqu'avec leurs 20 tirs à 4+, parce que c'est tir stable, et 4+, parce que ça c'est défense 4, je fais 7 dommages au lieu de 5. Donc c'est super bien. On commence bien. Donc je vise tout de suite les berserkers parce que je sais qu'ils sont un peu plus fragiles. Ils tapent très fort et ils sont un peu fragiles. Donc c'est comme, comme anciennement à Battle, hein. On a toujours eu envie de les tuer à distance et pas au corps à corps, ceux-là. Allez. Et du coup, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Donc il progresse doucement, mais en se laissant. Ici, il n'a pas beaucoup avancé en fait. Parce qu'il se disait, si jamais son phénix il passe derrière moi, bah, je veux pouvoir le charger. Ouais. On s'est posé la question, on en a discuté hein, ouvertement, je pense qu'on est tous les deux d'accord qu'il aurait dû avancer, quoi. Plus pour les faire contribuer tout de suite à la partie, parce que ça, c'est 15% de son armée. Bon, il faut qu'il avance avec, quoi. Il peut pas se permettre de monopoliser ça pour un petit phénix, quoi.
Voilà. Ici, il progresse vers l'objectif au milieu. Voilà. Doucement, lui il vient couvrir. Et là-haut, il se met dans la forêt. Donc voilà. Donc il y a que les premières photos qui sont pas dans le bon sens, hein. À partir de maintenant, ce sera bon. Donc voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc ils progressent, ils sont sûrement flanc droit. Eux, ils avancent un tout petit peu. Eux, ils avancent au maximum, je dirais. Voilà. Et de ce côté-là, ils se réorientent, ils prennent la forêt, ils protègent ses flancs. Donc là, je peux pas venir m'aligner sur le flanc, là non plus. C'est ça l'idée. Il reste à distance pour faire ses sorts et il lance une peau d'écorce sur les berserkers qui ont déjà été endommagés pour les protéger de 2 points de vie. Voilà, donc son tour va assez vite. Donc voilà la fin du tour 1. Donc à ce moment-là, moi j'ai 1 point et lui 0. Donc pour le moment, je prends la j'ai pris l'initiative. Et donc clairement, hein, là, il n'y a pas de doute, quand on regarde ça, on prend de la hauteur. Même si quelqu'un venait voir la partie à ce moment-là, ben, c'est plutôt clair, hein, c'est très lisible. Donc moi, il y a mon armée qui va venir pousser ici pour essayer de sécuriser ça. Et lui, il va pousser ici pour sécuriser celui-là et essayer de casser ma ligne ici au centre. Donc ici, à mon tour, donc je fais un petit peu des tests pour voir ce que j'ai comme option. Donc je suis à 10 ici largement sur mes ogres, sur ces élémentaires. Je serais gêné si je les charge. Et problème, comme vous pouvez le voir, il a une ligne de vue ici avec sa horde de brise pavois si jamais je chargeais. Donc, comment faire? Le problème, c'est que mon petit bonhomme là, il ne peut pas charger parce qu'il ne les voit pas. Ils sont taille 3 comme moi. Sa ligne de vue ici ne lui permet pas de tracer une ligne sur cette unité-là. Donc, je me dis, ah ben, on va faire un petit mouvement sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bonhomme ici, donc hors de ligne de vue de eux, ce qui va empêcher mes ogres de s'aligner ici et donc d'être en ligne de vue. Et ils seront obligés, ils arrivent vous voyez là, c'est le premier pivot, hein. Ils arrivent à aller impacter. Et du coup, bah, ils vont aller impacter, pick up and place, et on les positionne ici. Et du coup, je suis hors de ligne de vue avec l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qui est pas mal avec des indépendants que j'aime bien, euh, qui permet de choisir un petit peu l'alignement sur une charge. Et du coup, ayant sécurisé cette partie-là, ne pouvant pas prendre de contre-charge, il faut que je sécurise évidemment cette contre-charge. Et là, j'étais à portée de charge, donc gêné, hein, parce que j'ai l'obstacle plus la forêt. Mais je la prends parce qu'en plus, je sais que derrière, j'ai Mélopée du Fléau et je pense pas qu'il puisse me les tomber en un tour de. Enfin, moi, je vais pas le tomber en un tour, mais lui non plus, a priori. Du coup, je pense que ça vaut la peine. Donc, j'y vais. Voilà. Et donc, je tape fort tout de suite, tour 2, hein. Tour 2, je tape fort en me disant, si je tombe ces 2 unités, je me retrouve tout de suite dans la partie très très bien. Là, je suis derrière ces lignes. Voilà. Donc, je prends un petit pari, mais pas non plus phénoménal, puisque même si je les passe pas en un tour, je suis safe sur la contre-charge. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Sur le reste, on vient aider ici en renfort pour une charge au prochain tour si besoin. Et ici, on prend déjà un jeton avec cette unité de paladin et celle-ci s'oriente pour en prendre un au prochain tour. Et ici, il reste à 12 pouces sur la colline de cette unité-là pour pouvoir leur mettre la Bélopée du Fléau et puis à 9 de ces trois-là pour apporter son côté motivant. Voilà, donc on prend un jeton ici. De ce côté-là, donc là je fais une petite erreur, j'ai triché, mais sans le vouloir, hein. Donc bon, c'était pas très grave parce qu'on s'en est rendu un peu trop compte, on s'en est rendu compte trop tard, pardon. En fait, je fais un pivot et je fais 16, donc je sors de la forêt, donc ça j'aurai le droit. Et par contre, en fait, on a complètement oublié ce terrain difficile parce qu'il n'est pas très visible. Et du coup, j'atterris après un mouvement double dans un terrain difficile et je crois que j'ai pas le droit. Donc j'avais pas le droit de faire ce mouvement. Donc en tout cas, je suis orienté comme ça n'a pas énormément d'impact, je suis hors de ligne de vue, il va pouvoir venir prendre son objet s'il a envie. Moi, l'idée, c'est quoi? C'est de venir mettre un phénix de ce côté-là pour essayer de le distraire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et de ce côté-là, le phénix, par contre, il vient un petit peu supporter mes lignes. Donc lui, il fait un pivot et il vient se positionner ici
Parce que je pense qu'ici, je vais avoir besoin de soins, parce que je vais me faire taper dessus, euh, de redirection, etc. Donc voilà comment on se situe à la fin de mon tour. On passe la mélopée du fléau, on fait 7 points de vie, c'est pas suffisant, mais c'est déjà très bien, avec nos 16 attaques à 4+, force 2 du coup. Ah non, parce qu'en plus on venait de la colline, donc force 3 en tout, enfin plus 3 à la force, donc 3+, donc 7 points de vie, c'est super. Et ici, je fais 4 points de vie seulement, à 18 attaques, mais bon, il a une défense de 6 aussi, hein, donc c'est très solide ces trucs-là. Je pense pas passer en un tour. Je fais 8 sur mon moral, ça suffit pas. 8 et 4. Enfin, ça fait du coup, ils ont brutal, donc ça fait 9 et 4, 13, et ils ont 15. Donc ça suffit pas, mais on l'avait anticipé, c'est pas un drame. Allez, du coup, à son tour. Son tour, bah, il vient prendre un objet avec eux. Les berserkers, ils se disent, bah, il serait temps qu'on avance parce que là, ça va piquer. Idem, les berserkers sur Brock, pareil, ils font 16 tout droit ici. Ils se disent, bon, il va falloir qu'on contribue la partie parce que si ces deux-là, elles tombent, ça va pas le faire. Les deux magos en support et la horde de brise-pavois éclaireur vient se foutre à moitié dans la forêt. Et pareil, pour menacer le flanc d'un petit peu mon armée. Donc, créer sa ligne de front, en fait, il essaie de créer avec la même courbe que moi, je cherchais. Et ici, avec lui, il se dit, c'est lui qui va venir chercher mon deuxième token, quoi. Donc, il protège un petit peu les arrières pour le Phoenix et en même temps en se disant, c'est lui qui ira chercher le deuxième, quoi. Voilà. Ici, euh, ah oui, pardon. Il contrecharge, contrecharge, parce qu'il se passe rien dans la photo, donc c'est pour ça que je me posais la question, mais c'est deux contrecharges. Ici, il passe 3 points de vie sur mon bonhomme, enfin 4, mais avec la volonté de faire, ça passe que 3. Il passe pot d'écorce 4 sur sa horde de prise pavois. Ah bah non, pardon, c'était 3 points de vie, et du coup ça passe à 2 points de vie avec la volonté de faire. Ici, il fait 3 points de vie, et avec la volonté de faire, ça en fait que 2. Voilà. Et ici, il me fait 6 points de vie, et avec la volonté de faire, ça fait 5. Voilà, parce qu'il n'arrive ni à les ébranler, ni à les tuer. Ok, donc la fin du tour 2, voilà comment on se situe. Donc, comme je le disais, il y a mon phénix qui est ici, qui est le seul en dehors du champ. Il y a toute sa ligne de bataille qui revient vers le centre. Il a déjà pris un objectif. Et moi, j'en ai à ce moment-là 1 et 2 sur les ogres. Voilà. Donc à ce moment-là, on est à 2-1, fin tour 2. Voilà. Je suis assez confiant à ce moment-là de la partie. Parce que en fait, je pense tomber ces deux unités assez facilement. Me réorienter comme ça. Donc créer la ligne que je souhaitais avoir. Sa horde de brise-pavois viendra certainement me prendre une de mes unités de front et puis elle va sûrement la tuer, hein, c'est possible. Mais je peux utiliser une unité en sacrifice aussi euh, pour pas perdre un de mes 3 marteaux. Et après, j'aurai mes 2 marteaux qui seront safe et puis j'aurai mes deux pions sécurisés ici. J'ai mon phénix qui peut venir prendre un pion en fin de partie aussi. Ouais. Honnêtement, à ce moment-là, je suis assez confiant. Voilà, c'est tour 2. Tour 3. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens là faire des petits mouvements pour aller choper le deuxième objet. Ici, on contrecharge. Ici, on contrecharge. Le bonhomme, il vient se mettre par ici, un petit peu à l'abri pour apporter aussi son motivant. Lui, il reste à porter de la mélopée du fléau et à porter inspirant ici. Et là, je lui laisse une charge sur le phénix. S'il a envie de venir avec sa horde de prise pavois, il sera orienté comme ça. S'il me le tombe pas en un tour, il se prend ça de flanc. S'il me le tombe en un tour, de toute façon, j'aurai des options de contrecharge. Voilà. Donc, c'est un peu. Je lui laisse une charge sur un phénix. Et de ce côté-là, mon phénix, il se tourne, il est hors de portée, et puis il va aller faire quelques tirs, hein. L'idée, c'est vraiment de déranger à ce moment-là. On passe Mélopée du Fléau, je suis désolé pour les photos floues. On passe une Mélopée du Fléau sur les ogres. Voilà, donc on se dit, bon, ben voilà, on va sécuriser ce kill et ce sera fait. On tire, ça c'était pas mal, avec le phénix qui est là. Voilà, avec lui, il a une ligne de vue sur eux. Du coup, je lui tire dessus. Il était déjà à 7 points de vie. Je crois que je lui en fais 3 de plus. Donc, il est à 10. Donc, c'est du 7 deux fois. Ah non, oui, j'ai même les deux phénix. Je crois qu'ils peuvent lui tirer dessus. Oui, c'est ça. Donc, les deux phénix, en fait, ont une ligne de vue à la fin parce que lui est suffisamment proche et lui aussi, une fois que.
une fois que je me suis réorienté, là, on va le voir, voilà. Ici aussi, il y a les 18. Donc en gros, j'ai deux phénix qui tirent, donc je fais encore ouais, 5 points de vie, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, le moral suffit. Je fais 9 au moral sur le deuxième jet. Et donc, je tombe les berserkers. Ça, c'est chouette. Une chose de moins. Donc, les phoenix ont déjà fait leur taf. Alors ici, ben voilà, le tournant de la partie, il est là, hein. Il est plutôt clair. Je pense que vous l'avez tout de suite repéré, hein. Je fais 5 points de vie. Non, plus 7 points de vie. Donc 18 attaques à 3 plus 3 plus. Avec brutal, ils sont déjà sur 4 points de vie. Donc je suis serein. Et eh ben, le pire scénario possible arrive. Je fais Douglas. Douglas sur ce corps à corps, c'est le pire qui pouvait arriver dans cette partie. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'ordre de prise pavois qui me regarde de flanc. J'aurais préféré largement faire Douglas là-haut. En fait, n'importe où, mais pas là, quoi. N'importe où, mais pas là, et pas à ce moment. Euh, voilà. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Du coup, ça relance complètement la game. Là où je pensais être vraiment serein sur l'issue. En tout cas, je trouvais être bien engagé, parce qu'on sait jamais, hein. Mais là, je prends vraiment un coup derrière la tête. Ce double-là, il change tout. Mais c'est comme ça. Et oui, ça, c'est mes jets pour blesser l'élémentaire majeur. Donc là, pour le coup, par contre, en 2 rounds de CAC, je tombe l'élémentaire. Donc ça, c'est une super nouvelle. Défense 6, et ça, c'était du 5 plus pour blesser. C'est du 5 plus, oui, c'est du 5 plus. Alors pourquoi il y a un 4 là? Bon, bref. C'est peut-être pas CG là, je sais plus. En tout cas, je le tombe en un tour. Donc ça, c'est chouette. Par contre, je fais une erreur bête, je trouve. C'est que j'ai collé lui quasiment ici. Du coup, ça m'empêche de faire une reformation en fait. Ça m'empêche de faire une reformation. J'aurais aimé me mettre de front exactement en fait. Et je peux pas à cause de mon bonhomme que je viens de caler trop proche. Bravo, bravo. Mais bon, ça arrive. Allez, donc c'est à son tour. À son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se rapprocher doucement et ici aussi, bon, rien de phénoménal sur le flanc droit. Et sur le flanc gauche, donc là, un mouvement assez intéressant. Donc ici, il prend la charge de flanc, hein, mais évidemment, c'est maintenant ou jamais. Donc en plus, il a éclaireur, donc il sera même pas gêné. Et là, ce qu'il fait, un mouvement très intéressant, donc il fait un withdraw de un pas et un sidestep, puisqu'ils sont pas ébranlés, hein. Ils ont juste perdu 11 points de vie, mais ils sont pas ébranlés. Et du coup, l'idée, c'est de venir faire un déferlement avec son sorcier qui est là, pour pouvoir venir charger de front mon unité de chevalier. Voilà, parce qu'il se dit, de toute façon, là, avec mes 50 attaques à 3 plus, ils sont déjà sur 2 points de vie et ils n'ont aucune chance de survivre. Donc, très beau mouvement. Et qui passe, évidemment, puisqu'il faut faire un sur... Il a un déferlement 8, il en fait largement suffisamment, il en faut un. Donc, il me charge ici aussi. Donc ouais, on a eu deux beaux mouvements, je trouve, de ce côté-là. Et là, ça tourne un petit peu au vinaigre. Ici, il me met 2 points de vie avec le sort là, la malédiction sur le phénix. Bon, anecdotique, hein, en plus j'ai régène, donc. Allez, donc là, il me fait 2 points de vie avec eux, donc bon, mais au moins il me les a bloqués avec sa défense 6. Moi, je suis gêné, donc ouais, c'est pas idéal pour moi, quoi. Et juste à côté, il me tue logiquement, hein, les ogres, et du coup, il prend le token sur lui et il se reforme comme ça. Voilà. Et du coup, on n'avait pas vu, mais eux là, les chevaucheurs, ils sont venus se positionner ici. Pareil, ils sont éclaireurs. Donc là, venir mettre un coup de pression avec une ligne de bataille. Donc une situation, le Douglas, il retourne vraiment la situation parce que là, j'aurais été en position de force en fait. Eux, ils auraient même pas été là. Déjà, ils étaient morts. Ma cavalerie serait libre de ses mouvements et mes ogres auraient pris une charge de front. Je pense pas qu'ils seraient tombés en un tour. En plus, ils sont motivés et ils ont furie. Donc, j'aurais pu faire une contre-charge avec les ogres plus eux sur sa route de brise pavois, peut-être même le phénix en plus. On aurait pu les tomber en un tour.
Mais les dés en ont décidé autrement, et donc je me retrouve dans une situation beaucoup plus complexe que celle que j'avais prévue. Mais bon, c'est ça aussi qui est bien dans ce jeu, hein, parce que si jamais tout était on pouvait tout anticiper facilement, ça aurait tout de suite beaucoup moins d'intérêt. Voilà, donc à ce moment-là de la partie, du coup, moi je perds un objet et il en prend un, donc moi j'ai plus que deux objectifs. Et lui, il en a un sur cette unité et un sur cette unité, donc on est à 2-2 à ce moment-là, sachant que il est juste à côté de cela, avec par exemple cette unité-là, et il y a lui qui peut venir en prendre un. Donc là, il va vraiment falloir, c'est la fin du tour 3, on va attaquer le tour 4, il va falloir que je réagisse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on recule, on se met hors de portée, parce que je veux pas prendre une charge de brise pavois dans cette unité, pas à ce moment-là de la partie en tout cas. Et ici, on prend une contre-charge en se disant on va les tuer et ensuite on essaiera de partir pour pas être en ligne de vue. Le phénix, il vient se positionner en plein milieu ici. Voilà, donc il a fait son mouvement et un pivot, son double et un pivot, donc histoire de déranger. En fait, ce que j'avais envie, c'était de tomber ça au tir. 20 tirs à 4 plus, ça en fait 10. À 5 plus, je devrais en passer 3. Si je fais ça pendant 2 ou 3 tours et que je fais un bon jet de morale, c'est peut-être suffisant. Bon, le problème, c'est que je vais vraiment pas bien lancer. Et lui, pareil, il se laisse toujours un petit peu hors de portée, en train de menacer cet objet aussi besoin. Donc les deux phénix, voilà, prennent un petit peu à revers cette unité-là. Ok, ici on passe une mélopée du fléau, comme d'habitude. Et du coup, ça y est, on les tue. Et là, je fais un, un overrun, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, tout droit d'un D6, quoi, et je fais 6 pouces. Donc c'est bon, je vais sortir hors de la ligne de vue. Fallait que je fasse 4. Donc c'était une chance sur deux pour sortir de la ligne de vue. Après, s'ils me chargeaient, bon, c'était pas non plus un drame, hein. De toute façon, ils sont déjà sur 7 points de vie. Pas sûr qu'ils tiennent longtemps, ceux-là. Mais bon, voilà. Donc du coup, c'est bien. On a sécurisé ceux-là. Ils se retrouvent là-bas et on a tué les élémentaires. Ça a pris un tour de plus et ça nous a mis dans la mouise, mais au moins, c'est fait. De ce côté-là, à son tour. Donc à son tour, il vient prendre l'objet avec son perso et il se oriente comme ça de manière à être de front sur mon phénix. De ce côté-là, il progresse un peu. Ici, il vient se mettre dans la forêt pour pouvoir lancer son sort sans être gêné sur mes cavaliers. Et ici, il vient en support. Ici, il fait le choix de se retourner euh, pour regarder le centre. Je pense que ça, c'était peut-être une petite erreur de sa part. Parce que mon phénix, lui, encore une fois, il faut pas faire en fonction de lui, hein. Il peut partir comme il a envie, où il a envie. Et je pense que la menace, elle est plus de ce côté-là. Donc, il faudrait qu'il regarde là, quitte même à aller commencer à prendre le jeton, peut-être. Ça aurait peut-être valu le coup. Parce que bon, il n'a pas besoin de ses 16 de mouvement dans un petit espace comme ça. 10 de mouvement pourrait suffire. Donc, ouais, je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que je l'aurais pas joué comme ça. Voilà. Donc, et puis ici, il crée sa ligne de bataille en sécurisant l'objectif derrière lui. Donc, si je veux des objets, il faudra que je passe la horde. Donc, ça va pas être facile. Donc, ouais, pas évident. Il passe une peau d'écorce 1. Et ici, donc il fait sa malédiction, il me fait 5 points de vie, donc 4 points de vie sur eux. Et donc là, je suis hors motivant parce que j'ai fait 6 j'ai avancé d'un des 6 et j'ai fait 6. Et donc là, il suffit qu'il fasse du 6 une fois, hein. Donc il le fait. Et donc ça suffit pour tomber là, le régiment de cavaliers. Voilà, donc là, c'est la fin du tour. Et donc on se retrouve dans cette situation. Euh, ouais, donc ça commence à se compliquer. Euh, Parce que lui, il a un, 2, 3 et moi j'ai 2. Donc c'est moi qui dois aller gagner la partie et c'est lui qui doit la perdre. Mais je suis pas sûr d'avoir toutes les cartes en main pour la gagner, quoi. Donc à ce moment-là, je suis beaucoup moins confiant. Le double 1 m'a vraiment mis une grosse claque. Allez, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est simple. En fait, euh, peut-être certains se diraient oui, je veux faire des charges combinées, tout ça. Pour moi, j'ai pas de doute. En fait, là, il faut que j'enclenche tout de suite. On est tour 5. Et c'est gêné, effectivement, mais il faut que je commence à tomber des points de vie de ça parce que moi, j'ai pas de token sur cette unité, hein. Donc, en gros, c'est moi qui vais essayer de choper des tokens
et pas autre chose. Ici, je passe pas. Donc, soit mes chevaliers, je perds un tour, soit je me dis, je commence, quitte à peut-être me prendre une grosse contre-charge, peut-être les perdre, hein, je sais pas. Mais en tout cas, je me dis, il faut que j'attaque le plus vite possible. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'avance même ceux-là, même s'ils ont des tokens, hein, tant pis si je les sécurise pas, mais je les mets à portée de charge pour me dire, il faut vraiment que je tombe cette unité-là pour aller choper cet objet-là. C'est un peu ma seule chance. Ici, on voit bien l'utilité des réglettes dont on parlait tout à l'heure. Donc, je me mets hors de ligne de vue de lui, à 45, et je me mets à plus de 8 pas de son unité. Donc, voilà. Et de manière à ce que je puisse quand même envoyer des éclairs, des étincelles. Et de ce côté-là, bah voilà, comme je disais, je fais un pivot et je viens à 16 me mettre derrière ici. Euh, donc, du coup, ceux-là sont dans le vent, en fait. Alors qu'ils auraient pu regarder là. Je pense que ce qui aurait un petit peu plus d'impact. Ici, du coup, on fait 8 points de vie quand même, donc c'est pas mal. On commence, mais ça suffit pas évidemment, hein, mais c'est pas mal. À son tour. Donc son tour, il tourne et il vient essayer d'apporter du support ici. Je pense qu'il n'a pas très peur d'un phénix à ce moment-là, et il a certainement bien raison. Et donc il ignore. Ici, euh, ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai chargé aussi avec le petit perso. C'est vrai que je l'ai pas mentionné. Voilà. Il y a aussi le petit perso, hein. Les deux, ils sont allés. Voilà. Du coup, ça fait quand même 5 attaques de plus, donc c'était pas mal. Voilà. Donc ici, il contrecharge la cavalerie et du coup, il se met ici pour pouvoir lancer son sort sur le mon petit paladin. Et ici, bah, il se réoriente de la même manière qu'il était orienté tout à l'heure. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il a vraiment perdu un tour avec cette unité. Mais bon, c'est pas non plus un drame, hein, parce que de toute façon, il faut qu'il aille chercher un objet et il aura le temps. Ici, il passe pot d'écorce 4 avec 5 dés, donc 5 à 4 plus, il en passe 4. Donc ça lui fait beaucoup de bien. Et ici, il m'ébranle avec son sort. Donc ouais, ça fait mal aussi. Ici, il me fait beaucoup de dommages, 11 points de vie, et il m'ébranle aussi. Donc heureusement, ceux-là ont furie. Ils pourront quand même me contrecharger. Ici, du coup, mon tour. Ah ben là, je charge de dos, parce que c'est pareil, j'ai rien à perdre. Euh, donc je me dis, bon bah allez, on va essayer de le tomber. On a peu de chance, mais avec 9 attaques de dos, j'aurais pas deux opportunités comme ça. Puis en même temps, je le ralentis parce que il aurait pu venir contribuer, il va suffisamment vite, alors qu'eux sont trop lents, je sais qu'ils pourront pas contribuer de plus à la partie. Donc je me dis, je vais viser eux. Ici, du coup, j'envoie ceux qui étaient sur la colline ici, donc pour avoir charge fracassante 1, dessus la contre-charge de E, et lui, juste avant, il a fait son sidestep, malgré qu'il soit ébranlé, pour pouvoir laisser la place à la double contre-charge. Donc là, il faut qu'on les tombe, hein. Et alors là, je fais un petit mouvement sympa aussi. Je viens mettre mon phénix à 1 pouce et 1 pouce, de sorte qu'il le gêne tout à l'heure pour une charge, puisqu'il ne pourra pas pivoter au travers de moi. Et eux viennent se mettre en support, et je vais essayer de passer une mélopée du fléau que je passe sur eux, qui blesseront sur du 2 du coup. Voilà, donc on tape. Ici, on fait 5 points de vie, donc c'est super. Bon, ça change strictement rien, mais on fait 5 points de vie. Et ici, c'est bon, je fais je sais plus combien de dommages. Mais c'est suffisant, hein. 3 plus, 3 plus. Désolé pour les photos floues, j'ai mal réglé le focus. Ça n'arrivera pas la prochaine fois, mais bon, pour celui-là, c'est un peu tout flou, je suis désolé. Du coup, on double contre-charge, et du coup, on la tue. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, elle était sur 25 points de vie, et je fais 8. Donc ça, c'est chouette. Et je mets le token sur la seule unité qui peut les prendre, c'est ceux-là, puisque ceux-là en ont déjà un. Et du coup, là, voilà, je suis bien à 1 pouce, et je l'empêche de me charger, parce qu'il ne peut pas faire son pivot pour se libérer de mon arc. Donc, il ne pourra pas venir me charger. Voilà un petit peu l'idée. Et eux, ils bougent pas au cas où il y a un tour 7 pour venir charger cette unité. Voilà, donc ici, il contrecharge. Ici, il progresse vers le centre à son tour. Et ici, du coup, on a déterminé qu'il pouvait faire un pivot pour venir impacter tout juste ça pour prendre un token, un jeton.
Voilà. Donc par contre, il est de flanc là, donc il faut absolument. Donc son idée, c'est de mettre un- une malédiction sur eux. Et s'il y arrive effectivement et qu'il me les ébranle ou qu'il me les tue, je pourrais pas charger de flanc, mais sinon ça sent mauvais pour eux quoi. Il leur passe une peau d'écorce. Et du coup, il passe sa malédiction et il parvient à les ébranler. Donc là, tout se goupille bien pour lui puisque eh bien, je vais pas pouvoir réagir parce qu'ils sont pas acharnés, ils sont juste furies au prochain tour, si jamais il y a un tour 7. Donc je pourrais absolument rien faire contre sa cavalerie là. Là, il me met 4 points de vie sur le phénix avec sur le flanc droit avec son mec sur bête, ici là. Et voilà, la fin du tour 6. De mon tour 6 pardon. Parce que là, ah si, là, il a déjà, oui, en fait, il a quasiment rien fait, il a juste pris le token, pardon, donc il m'a mis ça, et ici, il m'a mis 4 points de vie. Donc la fin du tour 6, donc potentiellement la fin de la partie. À ce moment-là, moi, j'ai un, 2, 3 objets, et lui, il en a un, 2, 3 aussi. Donc on est à 3-3 à ce moment-là. Donc si la partie s'arrête, c'est une égalité, et si elle continue, ben, je sais pas. Et du coup, c'est moi qui ai l'honneur de lancer, et je fais 5. Donc on a un tour 7. Et donc sur le tour 7, là j'ai une option, hein. Je pourrais prendre cette charge qu'avec eux, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent les charger. Lui, il est désorganisé. Et le phénix, on pourrait aller avec le phénix. Donc là, je fais mes stats rapidement, il n'y a pas besoin d'être un génie. J'ai 12 attaques à 3 potentiellement avec force 1. Euh, c'est pas des monstres ni rien, hein, donc j'ai pas vicieux. Donc 12 attaques à 3 je vais en passer 8. Et ensuite défense 4. Et moi, force 1, c'est du 3+. Je vais faire quoi? Je vais faire 6 points de vie. Avec le phénix, je peux faire 7 peut-être. Donc, ou 8, allez, au mieux 8. Mais eux, ils sont inébranlables 18. Donc, en gros, si je les tue pas, si je prends ce risque que je les tue pas, en plus, ils sont motivés, eux, ils me font une contre-charge sur cette unité-là. Et eux, ils ont 26 attaques avec la potion de force. Si jamais eux, ils ont de bonnes chances de me les tuer, et si jamais ils me les tuent, je perds la partie. Donc, je me dis, non, c'est vraiment bête d'aller jouer sa partie là-dessus. J'ai très peu de chances de le gagner et je prendrai le risque de perdre là où là je peux sécuriser une égalité. Comment sécuriser une égalité? Eh ben, c'est simple, je mets mon phénix en face de eux, donc ils peuvent rien faire si ce n'est charger le phénix, puisqu'ils n'ont aucune autre ligne de vue, puisque mon phénix il est taille 6. Et puis en plus, de toute façon, ils peuvent pas se dégager ils peuvent pas se dégager pour charger. Donc voilà, ils voient rien. Euh, donc là, je suis safe sur mes 3 objets, sauf s'il y avait lui qui me faisait au prochain tour, à son tour, une malédiction là. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie mon bonhomme dessus qui a 5 attaques. Je lui passe en plus une mélopée du fléau. Donc ouais, il a élite. Il n'y a pas trop de risque que je fasse pas un point de vie. Et si je fais un point de vie, je désorganise. Ils peuvent pas faire de magie. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et donc, voilà, donc je passe la mélopée. Ici, je contrecharge, on ne sait jamais. Et du coup, là, je lui fais 3 points de vie. Donc, c'est bon, il ne pourra pas faire sa magie. Et ici, je lui fais un point de vie. Donc, ça suffit pas, mais voilà. Donc, c'était ma seule chance de gagner la partie à ce moment-là, c'est de tuer lui. Mais bon, il faut y aller quand même avec un phénix. Et lui, bah, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger le phénix et puis il se réoriente comme ça. Ici, il essaye de me contrecharger pour le fun, il n'y arrive pas. Ici, il me contrecharge, mais j'ai récupéré 3 points de vie avec sa régène de mon phénix. Donc voilà, donc la partie se termine avec 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc 3 à 3, donc c'est une égalité. Donc partie super intéressante. Avec un gros rebondissement qui est ce double 1 des ogres sur les élémentaires. Je pense vraiment que je pars bien, que j'ai la bonne stratégie au début, je pense. Euh, mais vraiment, ce truc-là, il me fout vraiment dans l'embarras, quoi. Euh, après, ouais, je sais pas si est-ce que j'aurais dû mettre une cavalerie ailleurs, parce qu'elles ont été beaucoup gênées, mais bon, on avait mis beaucoup de décors aussi, donc ça, entre guillemets, ça l'avantage un peu, mais bon, ça c'est normal, hein, il y a toujours des décors sur une table, mais parce que lui, il a beaucoup d'éclaireurs, et on a un terrain, vous voyez,
il y a deux énormes forêts là où on s'est battu, quoi. Donc, moi, j'ai été beaucoup gêné et lui pas. Ça a pas mal joué. Je pense que c'était pas mal d'utiliser le Phénix pour ralentir une grosse partie de son armée à droite. J'ai passé un soin aussi à un moment, j'ai oublié de le dire, hein, voilà, les Phoenix ont vraiment fait leur taf. Eux, ils ont sécurisé de l'objectif, tué la horde, donc aussi, ils ont fait leur taf. Les cavaliers aussi. Vraiment, franchement, ça s'est tout plutôt bien passé, hein. Ce qui s'est passé, voilà, c'est les ogres, malheureusement, ils n'ont pas eu de chance sur leur doublasse. Sinon, ils auraient aussi fait le taf, hein. Ils auraient encaissé une charge, ils auraient contrechargé avec leur furie. Voilà. Il a bien joué. J'ai bien aimé son mouvement aussi là. On en a parlé après, de retrait, de sidestep, puis de déferlement sur mes chevaliers. Et puis moi, j'ai bien aimé mon mouvement au début là de la charge des ogres qui me permet de me sécuriser en mettant mon petit perso pour qu'il s'aligne plus à gauche. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve que c'est assez fun. Voilà, donc une nouvelle partie, donc cette fois à l'ordre des Frères de la Marche, qui ne repartent pas avec la victoire, mais qui repartent avec une égalité contre des nains qui se sont très très bien défendus. Encore une fois, hein, je l'ai dit, hein, vous le voyez au fur et à mesure des rapports de bataille, mais je trouve que Dalandur progresse énormément et que là, il a une liste très solide, hein, qui sera très très polyvalente pour le tournoi, avec beaucoup de défensifs, beaucoup d'impact quand même entre les brises pavois, les berserkers à pied et puis cela. Et puis un petit régiment d'objo. Et avec les deux petits sorciers qui en fin de partie font le café, qui ramènent du buff à toute son armée, qui amènent du motivant. Non, je trouve que la liste est très très bien construite. Et je pense qu'il sortira avec des victoires lors de ce tournoi. Et voilà, ben, sur ce, je vous laisse. Et puis normalement, je vais bientôt recevoir ma deuxième partie de Alliance du Nord pour le prochain unboxing. Allez, bonne game à tous!